Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, en cette soirée du lundi 25 septembre 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le fait que les électeurs n'ont pas vérifié la liste électorale au sein du bureau de Foukontane est la raison pour laquelle certains noms sont erronés dans le premier arrondissement de la commune urbaine Antananarivo, selon les responsables. Par ailleurs, les déménagements rendent la tâche plus difficile pour les Foukontane en ce qui concerne la distribution des cartes électorales. À noter que la distribution des cartes électorales se poursuit toujours cette semaine. Les détails avec Cécile Vance sur les images de Nzar Hadjiansou. Plus de 30 000 cartes électorales ont été distribuées dans le premier arrondissement jusqu'à ce jour. De nombreux Foukontane ont achevé la distribution ce matin, selon les rapports des responsables. Cependant, parmi les citoyens qui ont reçu leur carte électorale, des inexactitudes ont été constatées, comme les noms erronés. Il y avait aussi des cartes qui ont été restituées au sein de Foukontane après les porte-à-porte, comme les cartes des personnes décédées, mais qui sont toujours inscrites sur la liste électorale après la refonte totale de la liste électorale. En plus de la distribution porte-à-porte, certains citoyens choisissent également de se procurer la leur auprès du bureau de Foukontane. Page économique pour continuer. L'existence du secteur privé est un signe de développement du secteur économique du pays. L'un des grands exemples de la croissance du secteur privé est le groupe Sodiat, actif dans divers domaines dans le pays et qui fait vivre jusqu'à 4000 familles actuellement. 33 ans d'activité dans le pays dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'économie. Hier, pour marquer ses 33 ans d'existence, le groupe Sodiat a remis des distinctions honorifiques et des récompenses à ses salariés de longue date au Palais de la Culture et des Sports Mamassen. Nathalie Koutmav nous en dit plus. Le groupe Sodiat a d'abord été connu dans le secteur du transport au tout début de ses activités en 1990. Plus de 30 ans plus tard, il compte plus de 20 entreprises et opère dans de nombreux secteurs, employant plus de 4000 personnes aujourd'hui. Ce groupe compte divers secteurs d'activité actuellement, comme le tourisme, l'immobilier, l'audiovisuel, la presse écrite, la santé, l'export, l'aérien, le bâtiment et travaux publics, le transit et bien d'autres. De par ces secteurs d'activité, le groupe Sodiat se développe actuellement sur 5 régions de Madagascar, à savoir Analamang, Vaknakarach, Atsnanan, Bouin et Anossi. Le groupe contribue également beaucoup à la croissance du secteur économique du pays en tant que secteur privé. Par ailleurs, les employés sont un des éléments clés de cette croissance de l'entreprise depuis ses 33 ans, a déclaré le président-directeur général. De ce fait, il mérite donc d'être remercié. C'est en guise de reconnaissance que cette cérémonie de célébration a été tenue hier au Palais de la Culture et des Sports de Mamassen et pour marquer ses 33 ans d'existence du groupe. 270 travailleurs ont reçu des certificats et des distinctions honorifiques selon leur ancienneté de 10 ans à 30 ans. Ils ont également reçu des primes spéciales dans ce cadre avec des aides pour la rentrée scolaire. Les membres du gouvernement collégial sont venus remettre des sanctions honorifiques aux salariés du groupe Sodiat. Passons dans un tout autre sujet, le bateau en provenance de la Turquie, transportant les grands pipelines, les matériels nécessaires pour la réalisation du projet de conduite d'eau dans le sud, dénommé Pipeline EFO, est arrivé ce matin au port d'Ewell à Fort-Dauphin. Des milliers de tuyaux qui sont arrivés aujourd'hui permettront ainsi de démarrer les travaux de construction de cet immense projet d'approvisionnement en eau de la partie sud de l'île. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a souligné lors de l'arrivée de ce bateau que de nombreux travaux préparatoires ont été menés dans le cadre du projet EFO. Les détails avec Mervoul Asfira. Le bateau Triomphe, en provenance de la Turquie, transportant les grands matériels pipeline, les matériels nécessaires pour la réalisation du projet de conduite d'eau dans le sud dénommé Pipeline EFO, a débarqué sa cargaison ce jour au port d'Ewell à Fort-Dauphin. La cargaison est composée de 1000 tuyaux qui font environ 11 km. Il s'agit de la première vague, car d'autres bateaux vont encore livrer les pipelines restants. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidniavra Vukic, a souligné que entre le 22 avril 2023, lancement officiel du projet Pipeline à Mbouvbé, jusqu'à ce jour, des travaux préparatoires d'ordre technique, environnemental, social et organisationnel ont été menés dans le cadre du projet EFO.
Le projet Pipeline FO est une vision du président André Dzwil et sa réalisation est le fruit de son leadership poursuivi par le gouvernement collégial actuel. Le Pipeline FO a bien démarré et se poursuit. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a souligné que le gouvernement collégial est ouvert à tous et prêt à partager des informations vraies et réelles. Il convient de rappeler que le pipeline FO dessert 60 villages, dont 40 dans la région Anos et 20 à Anjoui. En éducation, 90 enseignants issus des EPP de la Cisco d'Amboui-Jatchim bénéficieront de formations émanant du KHFI afin de renforcer leurs capacités. Le but étant l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Madagascar et d'augmenter le taux de réussite aux examens officiels. Sur les images de Yves Janel. La Cisco d'Amboui-Jatchim a enregistré un taux de réussite de 79,42% à l'examen du CEPE pour la précédente année scolaire. Ce taux peut être amélioré. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG Korea Food for the Hungry International, ou KHFI, ont collaboré pour former en leadership et en psychologie de l'enfant 90 enseignants des EPP de la Cisco d'Amboui-Jatchim. En effet, KHFI est conscient que l'éducation est la base du développement. La Corée était autrefois un pays pauvre qui recevait une aide étrangère des États-Unis, Allemands et autres pays. Mais elle s'est aujourd'hui développée au point de participer aux réunions du G20. La clé de ce développement est l'éducation. Les mères coréennes ont sacrifié leur vie pour investir dans l'éducation de leurs enfants. En se concentrant sur l'éducation, la Corée est passée en pays qui reçoit de l'aide étrangère à un pays qui aide étranger. Je crois que cela peut aussi arriver à Madagascar. Je rêve d'un Madagascar qui reçoit actuellement de l'aide, mais qui un jour aide autres pays. Et nous espérons que l'avenir de Madagascar sera développé et plafonné par cette éducation. Mis à part cette formation des enseignants, dont l'accord de partenariat a été signé ce jour, l'ONG KHFI a également contribué à la construction d'un bâtiment de 2 étages au sein de l'EPP d'Amboui-Bao, à l'appui des activités extrascolaires des élèves de 3 EPP dans la Cisco d'Amboui-Jatchim, notamment le renforcement de leur français et de leur anglais, ainsi que la formation en couture et en informatique. À noter que le partenariat entre le MEN et l'ONG KHFI date de 2009. Ensuite, afin de favoriser l'insertion et l'employabilité de tous les apprenants du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle des sortants des universités qui lui sont affiliés à Madagascar, ainsi que les jeunes à la recherche d'emploi, une plateforme de recrutement dénommée WIPWORK a été mise en place. La signature d'un accord de partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et WIPWORK a été effectuée ce jour. Reportage sur les images de Anzar Hadzanarville. 500 000 jeunes par an sont à la recherche d'emploi dans tout Madagascar, selon les données du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Seulement quelques dizaines de milliers ont la chance de saisir des opportunités. La plupart d'entre eux obtiennent un emploi qui n'est pas en adéquation avec leurs études et compétences. Face à cela, trouver des solutions innovantes pour l'intégration professionnelle de ces jeunes est une priorité. Avec WIPWORK, une plateforme de recrutement et de mise en relation directe sans intermédiaire, les jeunes à la recherche d'emploi et les entreprises pourront communiquer facilement. Une plateforme qui permet également de guider les jeunes dans leur développement professionnel. WIPWORK s'associe au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle afin de favoriser l'insertion et l'employabilité de tous les apprenants du ministère ainsi que des sortants des universités qui lui sont affiliés à Madagascar. Cette plateforme va aider les jeunes et le ministère a adopté une nouvelle stratégie plus efficace pour gérer les offres et les demandes d'emploi afin de soutenir les jeunes dans la recherche d'emploi. Nous n'avons pas à attendre que les informations viennent à nous.
Les informations sur le monde professionnel seront disponibles sur la plateforme WePwork. Il nous suffit de nous connecter sur notre smartphone, tablette et laptop. Et le monde du travail s'ouvre à nous. La signature d'un protocole de partenariat stratégique entre la plateforme de recrutement national et international WePwork et le ministère de l'enseignement technique a eu lieu ce jour. Plus de 10 000 sacs de charbon de bois fabriqués illégalement ont été découverts le week-end dernier dans la zone forestière de la société publique Fanalamangue, dans la commune d'Amboissard-Gare. Les forces de l'ordre ainsi que les autorités gouvernementales enquêtent déjà sur cette affaire actuellement. La société Fanalamangue a également renforcé le contrôle de sa zone forestière. Les détails avec Fanjisen Mireille. En fin de semaine, dans la commune d'Amboissard-Gare. La capacité des voleurs à produire du charbon de bois de manière rapide et le fait qu'ils ont traversé un raccourci qui traverse la rivière Mangour ont rendu difficile le contrôle selon les informations. La coopération entre la population locale et les inspecteurs a permis de découvrir les endroits où les voleurs cachaient le charbon en dehors de la zone de la société. De vastes étendues de terre, couvertes de pins encore en croissance, ont été endommagées par l'exploitation illégale du charbon, en plus des feux de brousse. L'entreprise publique Fanalamangue a procédé au renforcement du contrôle de sa zone forestière et l'enquête concernant cette affaire de charbon suit son cours. En santé, plus de 12 000 habitants dans le district de Fénéry-Vest bénéficieront de soins de santé gratuits en octobre prochain, selon l'annonce faite par l'Association des médecins de l'océan Indien aujourd'hui. Ils ont déjà effectué ce genre de mission à Madagascar au cours des 30 dernières années. Ainsi, le gouvernement n'est pas le seul à offrir des soins de santé gratuits, mais les médecins privés avec leurs partenaires également. Les détails avec Sylvain Secharadianas sur les images de Nzar Hadjiantou. 67 missions ont été réalisées à Madagascar par l'Association des médecins de l'océan Indien jusqu'à présent. Ils se sont déjà rendus dans la plupart des provinces de l'île où ils ont apporté des soins de santé gratuits selon les informations. Alors que la première mission avait débuté à Sainte-Marie en 1980, la dernière mission de cette année s'est tenue à Mbouch en février. Au cours de ces 30 années, cette association a constaté que nombreuses sont les personnes qui viennent se faire consulter chez le médecin dans le monde rural. Le mois d'octobre prochain, cette association envisage d'organiser une mission humanitaire, médico-chirurgicale et dentaire à Fénéry-Vest. Une mission qui verra la participation d'une cinquantaine de missionnaires. Les objectifs étant de faire bénéficier un soin de santé gratuit à 10 000 patients, d'octroyer un enseignement post-universitaire destiné aux équipes soignantes locales et aux internes de CHU de Touamas, et d'effectuer une médecine préventive sous la formation de campagnes d'hygiène bucco-dentaire ciblées sur les enfants des écoles primaires de la région. Ainsi, ce projet sera la 68e mission de l'Association des médecins de l'océan Indien à Madagascar. Et en ce qui concerne maintenant les actualités sportives, la 5e journée du championnat de Madagascar de football D2 national s'est achevée ce dimanche à Madingue et à Ntirabe. Les deux premières équipes de chaque groupe qualifiées pour la finale de la poule des As sont ainsi connues, à savoir le FCJM Anjoui, le FC Inate Vaknakaraj, le KFC Diana et le 3FB à Lotchamangour. Reportage avec Fredo Ragoutarsou. La poule des As du championnat de Madagascar de 2e division est constituée. En effet, les 4 formations qualifiées pour cette dernière phase du championnat national des deux sont connues depuis ce dimanche à l'issue de la 5e journée de cette compétition qui s'est tenue à Madingue et à Ntirabe. Le FCJM, le FC Inate Vaknakaraj, le KFC à Diana et le 3FB à Lotchamangour joueront ainsi les 2 places pour la Pro League de la saison 2023-2024. À Ntirabe, ce sont le FCJM Anjoui, 13 points, et le FC Inate du Vaknakaraj, 12 points, qui se sont partagés les 2 premières places pour la qualification à cette dernière phase du championnat national des deux. Tandis qu'à Madingue, ce sont le KFCA, Diana, 11 points, et le 3FB à Lotchamangour, 9 points, qui ont obtenu la première et la 2e place. Les dates pour cette poule des As restent à déterminer.
Ensuite, la première phase du tournoi de la Ligue africaine de basketball, Road to Ball, se tiendra à Antananarivo du 6 au 8 octobre 2023 à Madagascar. On sait que 3 équipes de l'océan Indien viendront à Madagascar pour cette compétition. À 2 semaines du début de la compétition, le club du Shinji des Comores, l'équipe Roche-Bois Warrior de l'île Maurice et celle de Beauvallon Heat Seychelles ont déjà confirmé leur participation. Néanmoins, l'éventualité de changement de dernière minute n'est pas à écarter selon les informations. Place maintenant aux actualités internationales. Près de 5000 réfugiés du Haut-Karabakh sont jusqu'à présent arrivés en Arménie. Les premières arrivées d'habitants de ce territoire en majorité, peuplé d'Arméniens intégrés en 1921 par le pouvoir soviétique à l'Azerbaïdjan, avaient eu lieu dimanche au poste frontière arménien. Reportage sur les images de France 24. Milliers à avoir fui vers l'Arménie depuis le Haut-Karabakh et on l'a bien vu ce matin à ce premier point humanitaire qui se trouve au village frontalier de Kornizor. Les gens qui passent par ce point pour s'enregistrer, avoir un encas et un peu d'eau, eh bien ils s'enchaînent, les enregistrements se suivent les uns aux autres. Une population qui est épuisée, un brin soulagé peut-être de se sentir enfin en sécurité, mais dépité d'avoir dû tout laisser derrière eux. Ce matin on voyait des vidéos de journalistes à Stepanakert qui montrait des maisons en flammes. Les gens préfèrent brûler leurs maisons plutôt que de les laisser entre les mains des forces azerbaïdjanaises. Le gouvernement arménien s'est dit prêt à accueillir 40 000 personnes, mais les autorités s'attendent à ce que la majorité des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh ne quittent l'enclave. Un peu plus tôt à la frontière, nous avons pu voir des dizaines de personnes qui attendent que leurs proches passent côté arménien. Et l'un d'eux nous disait « Nous n'attendons pas seulement nos familles, nous attendons tout le Haut-Karabakh. » Ils disent ne pas se sentir en sécurité alors que les troupes azerbaïdjanaises entourent la ville de Stepanakert. Et les gens avec qui on a pu parler, ils nous témoignaient de la violence des attaques qui ont eu lieu ce 19 septembre et ils ne voient pas comment une cohabitation pacifique pourrait se faire. Et qui plus est, on est toujours dans l'incertitude quant au réel bilan humain de ces attaques alors que des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Ces réfugiés, pour certains d'entre eux, ils ont déjà vécu 4 guerres, donc c'est une population qui est éreintée. Ils ne souhaitent pas vraiment parler avec les journalistes, d'une part de par leur épuisement bien sûr, mais aussi parce qu'ils se sentent quelque peu abandonnés par la communauté internationale. Le ministre des Affaires étrangères arménien appelait à l'ONU à ce qu'une mission soit envoyée. On ne voit aucun signe de cela pour le moment, mais côté américain, eh bien Samantha Power, qui est la conseillère médiatique de l'agence des États-Unis pour le développement international. Elle vient d'arriver en Arménie. Elle tiendra une conférence de presse aujourd'hui à Yerevan et demain à Goris où nous nous trouvons. Ville de Goris où des milliers de réfugiés ne savent pas de quoi demain sera fait, ou vont-ils être déplacés ailleurs et dans quelles conditions. En tout cas, l'exode continue alors que de nombreux chercheurs et organisations internationales alertaient ces derniers mois sur le risque d'une épuration ethnique du Haut-Karabakh. Et à Maurice, le musée intercontinental de l'esclavage voit le jour 12 ans après les travaux de la commission Justice et Vérité créée pour réconcilier la population mauricienne avec son histoire. Les visiteurs peuvent découvrir une collection rare de visages de captifs africains moulés au 19e siècle à Maurice. France 24. Ces images et ces captations 3D sont inédites. Elles représentent des bustes de captifs africains moulés sur nature en 1846 à Maurice et découverts en France au Château Royal de Blois il y a 5 ans seulement. Leur présence au musée intercontinental de l'esclavage est un moment intense pour leurs descendants. Ça m'émeut, ça m'impressionne, ça m'émeut d'être là où on fait quelque chose. Moi, je me sens mal au bateau, on est ça fait un drôle d'impression, un drôle de sensation, un drôle de feeling. Voilà. Ce captif africain était originaire du Mozambique, nom d'origine Nyamakanyua, rebaptisé Jean-Hector Lili. Lili, un nom porté encore 200 ans plus tard par des familles mauriciennes. Très émouvant de pouvoir voir le visage de nos ancêtres, des premiers Lili qui sont débarqués à l'île Maurice. On ne croyait pas, absolument pas, que quelque chose comme ça pouvait être
possible de pouvoir retrouver les visages de nos ancêtres. La collection est accompagnée d'une documentation individuelle de captifs originaires du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie et des Comores notamment. Une mine d'informations pour les chercheurs mauriciens qui prônent la réparation. C'est un musée qui, d'abord, est là à vocation de réparation historique culturelle. Cette histoire a été niée. Ici, à Maurice, l'idée de ce musée, c'est surtout représenter ceux qui sont absents. La création du musée intercontinental de l'esclavage découle des 290 recommandations faites en 2011 par la commission Justice et Vérité, une commission destinée à réconcilier la population mauricienne avec son passé. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.